Bonne Saint-Valentin tout le monde. Alors bon, c'est vrai, on est le 22 juillet, il y en a peut-être parmi vous qui êtes célibataires, mais ces quelques contingences ne devraient pas nous empêcher de célébrer ensemble l'amour. En tout cas, pas les dimensions de l'amour dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Quand on dit l'amour, qu'est-ce que ça évoque dans notre esprit ? Bien, si notre esprit ressemble à Google Images, ça évoque des images extrêmement quétaines, certes, mais qui reflètent d'une certaine manière notre inconscient collectif. Dans les premières images qui apparaissent, on a par exemple 2 pièces de casse-tête, 2 et seulement 2 qui s'imbriquent, et seulement L2. On a un homme et une femme qui s'enlacent langoureusement devant une plage en regardant un coucher de soleil dans la même direction. On a 2 cadenas en forme de cœur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. 2. On a un homme et une femme qui mangent, qui croquent une même pomme tout en riant. Ce qui, dans la vie, doit être assez difficile, sauf si notre fantasme le plus fou est d'avoir plein de bouts de pommes pré-mâchés dans la face. Mais nous ne sommes pas là pour juger, au contraire. Mais bref, l'amour, ça évoquerait l'idée d'un lien unique, exclusif, très fort entre 2 personnes, et quand ces 2 personnes ont un sexe, entre un homme et une femme. Et pourtant, si on creuse des types d'amour, on peut en trouver à l'appel. Dans Refaire surface, dans son roman Refaire surface, Margaret Atwood écrivait « Les Inuits ont 52 noms pour désigner la neige parce qu'elle revêt une grande importance pour eux. Nous devrions en avoir autant pour l'amour. » Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler de 52 types d'amour. Je vais me contenter de 3 dimensions de l'amour aujourd'hui. L'amour de soi, l'amour romantique, on va en parler quand même, et l'amour social. Alors, l'amour, ces 3 dimensions de l'amour, je vais en parler en les saupoudrant d'arc-en-ciel, puisque je vais montrer leurs interrelations entre elles, entre ces 3 dimensions, mais aussi avec la diversité de genre, avec la diversité sexuelle et amoureuse, et avec l'importance des alliés de ces 2 diversités. Parce que quand on fait partie de la diversité de genre, quand on fait partie de la diversité amoureuse et sexuelle, comment s'aimer véritablement? Comment vivre l'amour pour une autre personne ou plusieurs autres personnes? Comment trouver la force pour étendre cet amour à l'ensemble de la société lorsque le système de valeurs, l'environnement social dans lequel on évolue, nous relègue dans un coin de la pièce. Et je ne veux pas parler ici seulement d'homophobie, de transphobie, de violence basée sur l'expression de genre, mais surtout de leurs racines, qui sont tout aussi destructrices que les 3 types de violences que j'ai nommés, mais qui sont beaucoup plus pernicieuses. Les racines, c'est profond, c'est caché sous la terre, on ne les voit pas forcément, et c'est plus difficile à combattre. Ces racines portent un nom, l'hétéronormativité. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom aussi barbare que la réalité qu'il décrit ? En fait, c'est un concept qui a été construit, qui a été développé par Gail Rubin, une anthropologue, et la poétesse et essayiste Adrienne Rich, pour montrer les liens très très forts entre sexisme et homophobie. Et ensuite, ce concept s'est avéré très pertinent pour comprendre aussi les sources de l'oppression, de la domination que pouvaient vivre toutes les personnes finalement de la diversité sexuelle et de genre, les personnes intersexuées, les personnes trans, les personnes bisexuelles, les personnes bispirituelles, les personnes fluides dans le genre, les personnes queer, etc. D'où le petit plus de Jacques Blanchet tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est ? L'hétéronormativité, c'est un système de pensée dans lequel nous baignons toutes et tous, selon lequel, lorsque l'on est avec un sexe biologique qui est soit mâle, soit femelle. Et de cette première affirmation découlerait une identité de genre qui serait soit
homme, soit femme. Et de cette assignation à un genre découlerait tout naturellement une expression de genre, des expressions de genre différentes, donc c'est-à-dire des façons de s'habiller différentes, donc soit masculines, soit féminines, des couleurs préférées différentes, des héros de dessins animés préférés différents, des capacités différentes, des intérêts différents, et même des façons de penser et des émotions différentes. Et donc de ces différences découlent des rôles dans la société différents. Donc ensuite, pour qu'un... c'est mon enfant. Pour qu'un couple soit considéré comme équilibré, il doit être composé de deux parties complémentaires, homme, femme, puis une famille équilibrée de deux parties complémentaires, papa, maman. Et si ça ne marche pas, on est soit... Je n'ai plus qu'un fil, donc on ne doit pas être homosexuel, on doit être hétérosexuel. Donc ça, c'est l'hétéronormativité, ce système de pensée qui paraît extrêmement clair dans sa simplicité avec ses lignes de démarcation, mais qui en fait mélange absolument tout et crée une grande confusion. Et de cette confusion peut naître un sentiment diffus de menace quand il est remis en question, quand il est remis en cause. D'où du rejet, voire de la haine de tout ce qu'il remet en question, de toutes les personnes ou de tous les comportements qu'il remettent en question. Et ce rejet, cette haine peut se traduire au mieux par de l'invisibilisation de tout ce qui remet en cause, mais aussi par de la violence psychologique ou physique, le « ou » étant ici, bien entendu, inclusif. Donc nous, ici, nous qui sommes ici pour célébrer l'amour plutôt que la haine, on va démêler les fils. On va les démêler à l'aide d'un personnage très sympathique qui nous ressemble tous. On a tous en nous un peu de lui, et non, ce n'est pas Tennessee. C'est celui qu'on appelle en latin le genderbread. J'ai essayé de retrouver le jeu de mots en français, mais mes talents de traduction se sont arrêtés assez vite. Donc, le genderbread, et si quelqu'un veut participer à un jeu de LAN que j'ai créé, mais sans filet, pour déposer sur les différents éléments de ce genderbread le sexe biologique, l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle. Est-ce que quelqu'un, à part mon enfant qui ne sera pas capable de le faire, veut venir sur scène pour jouer à ce jeu ? Merci. Alors commençons par le sexe biologique. Ouais, c'est ça, le sexe biologique. Identité de genre. Ouais, dans la tête. Orientation sexuelle. Voilà, la flèche vers le cœur et vers les organes génitaux. Et expression de genre. Oui, c'est tout le reste. Merci beaucoup, bravo. Une bonne main d'applaudissements. Alors, on va le laisser ici. Donc, si on décompose, donc, on a d'abord le sexe biologique. Et j'espère que le vent ne va pas se lever. Donc, le sexe biologique avec, d'un côté, le sexe biologique mâle et de l'autre côté, le sexe biologique femelle. Là, vous allez me dire, c'est assez simple, comment on reconnaît le sexe biologique? On a tous enseigné ça depuis notre plus tendre enfance. Les mâles ont un pénis et les femelles ont une vulve. Et personne ici ne vous jugera de penser comme ça, c'est toujours tout ce qu'on nous a enseigné, y compris dans les cours de sciences naturelles au secondaire. En fait, c'est un petit peu plus complexe. Le sexe biologique, c'est l'ensemble des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires, donc y compris les chromosomes, y compris les gonades, y compris les taux d'hormones, y compris les organes génitaux, et y compris des traits morphologiques sur lesquels la société opère une différenciation entre corps masculin, corps féminin, comme les hanches, les épaules, les traits du visage, etc. Et donc on a d'un côté mâle, femelle, mais il y a
entre ces deux pôles toute une possibilité de nuances. Et parfois, on peut croire qu'on est complètement à 100% dans la catégorie femelle, et sans le savoir, en fait, on est peut-être un petit peu plus là. Par exemple, il y a des sportives qui le découvrent, des sportives de haut niveau. Quand elles sont très, 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 très performantes, on se dit en fait, ça doit être des hommes, ce n'est pas normal. Donc, on va aller vérifier leur taux de testostérone. Puis là, des fois, on découvre qu'elles ont un taux de testostérone supérieur à la moyenne de la population, parfois non. Sachant qu'on sait aussi que parmi les athlètes masculins, les athlètes de haut niveau masculin, il y en a qui ont des taux de testostérone inférieurs à la moyenne des hommes. Donc c'est juste pour casser l'idée entre taux de testostérone et performance sportive. Donc des fois on ne le sait pas. Par exemple, moi j'ai absolument aucune idée de la tête de mes chromosomes ou de mes taux d'hormones. J'ai jamais fait le test et j'en ressens pas le besoin. Et puis il y a les personnes aussi intersexuées. Donc c'est des personnes qui, à la naissance, dont les caractéristiques sexuelles à la naissance sont considérées par la médecine comme ambiguës. Donc ambigu par rapport à ces deux normes binaires. Donc voilà, ça c'est pour le sexe biologique. Ensuite, l'identité de genre, on a donc d'un côté du spectre, du continuum homme, femme, et donc l'identité de genre, c'est la façon dont on ressent son genre. Et la façon dont on ressent son genre, donc est-ce qu'on se ressent homme, est-ce qu'on se ressent femme, on peut aussi se ressentir aucun des deux. Il peut y avoir absolument aucune résonance, ces termes ne peuvent avoir aucune résonance en nous. Certains vont considérer, ou certaines vont considérer qu'ils sont les deux, qui se reconnaissent dans les deux. C'est vraiment notre société qui a créé cette binarité. Dans les Premières Nations, il y a des sociétés dans lesquelles il y a 5 genres, des sociétés dans lesquelles il y a 8 genres. Chez les Ojibwés, par exemple, les Ojibwés des plaines, oui, il y a les Agwakwe, donc, que les jésuites se sont empressés de considérer comme homosexuels, mais qui, en fait, s'inventent leur genre à 100%. Donc voilà, donc il y a aussi ce continuum, et cette identité de genre, pardon, j'ai oublié de dire une chose importante, elle correspond ou non au sexe biologique ou au genre assigné à la naissance. C'est deux choses qui sont indépendantes. Ensuite, l'expression de genre. Alors là, j'ai fait un très très long continuum, je n'ai pas fait exprès. Il n'y a pas de... Ah non, c'est ça. Donc l'expression de genre, c'est la façon dont on exprime son identité de genre. Donc, qui va de masculin à féminin. On peut aussi être androgyne, donc c'est par ses comportements, ses habits, ses façons d'interagir, etc. etc. Et là, je pense que c'est le continuum où la binarité nous paraît d'emblée la plus absurde, parce qu'absolument personne ne correspond 100% aux attentes de genre masculines ou 100% aux attentes de genre féminines. Mais pourtant, il y a une pression sociale extrêmement forte pour correspondre à ces attentes. Donc, encore une fois, donc, j'ai dit on peut être androgyne, mais on peut se balader tout le long du continuum, et ça peut évidemment changer au cours de la vie. Et puis, enfin, l'orientation sexuelle, qui est l'attirance émotionnelle, affective, sexuelle, pour des personnes d'un autre genre ou du même genre ou de plusieurs genres. Donc on a deux pôles, hétérosexualité, homosexualité. La bisexualité existe aussi. Il y a encore énormément de nuances. Et puis il y a sur cette notion-là, il faut faire très attention à la façon dont les personnes s'identifient elles-mêmes. Il y a des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes, qui s'identifient comme hétérosexuels, et c'est leur droit le plus absolu. Donc il y a aussi une part de comportement, mais il y a aussi une part d'identification dans cette catégorie. Et voilà. Et oui, il y a aussi ce qu'on peut appeler l'orientation relationnelle, donc qui va de la monogamie la plus absolue, c'est-à-dire on reste en couple avec la personne avec qui on est sorti en secondaire 1 jusqu'à la mort des deux partenaires, jusqu'au polyamour, donc, qui est l'idée selon laquelle on peut vivre plusieurs relations amoureuses, plusieurs relations sexuelles simultanément avec l'accord de l'ensemble des partenaires concernés. Donc,
on voit ici les choses importantes à saisir, c'est déjà l'idée donc d'indépendance totale entre les éléments. On peut être né avec un pénis, se considérer comme garçon, adorer les soirées pyjama avec les films romantiques et le patinage artistique, et être hétérosexuel. Il n'y a pas de lien entre les quatre composantes identitaires. Donc il y a cette idée d'indépendance, mais il y a aussi l'idée de fluidité, j'en ai parlé brièvement, et l'idée très importante de continuum, donc tout à fait à l'opposé de la binarité que nous décrit et que nous impose l'hétéronormativité. Et donc on voit ici que tous ces fils peuvent tramer des tissus extrêmement variés, et il est très important de reconnaître qu'en soi, ces tissus bariolés sont pour nous une richesse, et non quelque chose qu'on voudrait déchirer pour correspondre aux éléments binaires. Et l'amour de soi ici, donc, on voit ici qu'il est très très opposé à l'amour-propre, puisqu'il se fait sans aucune comparaison avec les autres. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de narcissisme dans l'amour de soi, il n'y a pas de comparaison avec les autres, c'est le souci de son bien-être, le souci de ses besoins, mais on a besoin des autres. On a besoin d'aimer les autres, on a besoin de recevoir l'amour des autres, et c'est ce que j'appelle ici l'amour social. L'amour social, c'est se soucier du bien-être, se soucier du bonheur des autres, peu importe notre degré de proximité avec eux et avec elles. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas réserver le terme d'amour à ce qui nous relie très fortement à nos proches, l'amour romantique, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour sororal, etc. En fait, au contraire, réduire le terme d'amour à ce cercle de proximité, c'est s'empêcher d'entrer en résonance, de s'ouvrir avec toutes celles et tous ceux avec qui on partage une commune humanité. Et loin de moi l'idée de dénigrer l'amour avec les proches. Mon enfant et ma blonde sont parmi vous et je compte rentrer chez moi ce soir. Mais cet amour avec les proches peut nous donner la force d'étendre notre amour, et inversement. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces deux types d'amour, mais l'un ne doit pas cacher l'autre. L'amour avec les proches ne doit pas cacher l'importance de l'amour étendu à l'ensemble de l'humanité. Alors, comment, revenons à notre diversité de genre, diversité sexuelle et amoureuse, comment déployer son amour social pour aider l'amour de soi de ces personnes? Alors, je vais reprendre mes petits gingerbread. Quelques exemples. Donc, par exemple, cette personne est née il y a quelques mois, intersexuée. La médecine a considéré qu'il y avait une ambiguïté par rapport à son sexe biologique, et va considérer, arrive l'hétéronormativité, qui dit, ça se voit que j'ai pas eu droit au PowerPoint, je me suis dit il faut que je fasse d'autres visuels. Arrive l'hétéronormativité qui dit non, ce n'est pas possible. Tu dois être un mâle ou tu dois être une femelle. D'où des opérations chirurgicales que de nombreux militants et militantes intersexués appellent des mutilations génitales, dans la mesure où c'est fait sans le consentement des enfants, qui sont beaucoup trop jeunes pour donner leur consentement. Opérations chirurgicales qui peuvent se compter ensuite par dizaines. Donc, notre petite gingerbread est très abîmée au niveau de son corps, mais aussi au niveau de l'amour de soi, puisque le message qu'on lui envoie à chacune de ces opérations chirurgicales, c'est que son corps, qui n'est pas une maladie, qui ne provoque pas de souffrance, qui n'empêche pas de vivre absolument, est un corps monstrueux qu'il faut corriger. Et cette difficulté à vivre dans le message que l'on est monstrueux va s'accentuer avec l'invisibilisation totale que subissent les personnes intersexuées. Notamment à l'âge de l'enfance, de l'adolescence, donc très important pour construire l'amour de soi. Il n'y a pas de livre qui explique ça. J'ai emprunté il y a 1 an à la bibliothèque un livre dont j'ai oublié le titre pour mon enfant qui avait à ce moment-là 3 ans. Et la première page indiquait « Regarde entre tes jambes, tu as soit un pénis, soit une vulve, ou tu es un escargot ».
Donc, ce qui peut quand même être assez violent si, pour une personne intersexuée ou pour leur famille, pour leur entourage. Donc, du coup, je ne l'ai pas lu. Mais c'était dommage, à part ça, ce livre était très bien. Mais donc, voilà, même des gens qui pensent, c'est le seul livre où il parle finalement d'intersexuation, mais il le parle sous la forme du rejet, de la moquerie. Donc voilà, dans les écoles, les programmes, le nouveau programme d'éducation à la sexualité, l'intersexualité est absolument pas abordé. Donc nous, comment on peut étendre notre amour social à ces personnes intersexuées? Je l'ai dit, l'amour social, c'est peu importe notre degré de proximité avec les personnes intersexuées. Peut-être que vous n'en connaissez pas, peut-être que vous en connaissez sans le savoir. Si on regarde les chiffres des personnes intersexuées selon les études, selon les définitions, c'est entre 1 à 4%. Ça peut paraître peu, mais si on regarde, moi j'aime bien regarder l'échelle d'une école primaire de 400 élèves. Ça fait entre 4 et 16 élèves. C'est pas rien. Même si c'était 1 tous les 10 ans, il faudrait faire quelque chose, mais en plus, c'est plus. Donc, c'est déjà casser cette invisibilisation. Premièrement, casser cette invisibilisation quand on parle d'anatomie à nos enfants, dès leur plus jeune âge, en fait, dès qu'on en parle, évoquer cette réalité-là. Je ne dis pas que c'est simple. Moi-même, ça fait pas longtemps que je connais les enjeux intersexués. J'espère d'ailleurs ne pas avoir dit trop de bêtises. Mais on peut le faire avec des mots simples, en complexifiant au moment où l'âge arrive. Personnellement, je n'ai pas parlé de chromosomes ou de taux d'hormones à mon enfant. Mais on peut le faire. C'est sûr qu'on n'a pas de support. J'ai cherché sur Internet, livre enfants intersexués, je suis tombée sur Middlesex, un roman de 600 pages. Mais on n'a pas de support, mais la facilité de ça, en revanche, c'est que les enfants, pour eux, si on leur dit dès le début, c'est juste que ça intègre cette nouvelle réalité à leur intelligibilité du monde. C'est pas quelque chose de bizarre pour eux, c'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. Alors, il peut y avoir des allers-retours, évidemment, parce qu'après, il reçoit les messages de l'école, il reçoit les messages des camarades, etc. Et donc, il va pouvoir peut-être remettre en question la parole parentale, mais c'est pas grave, on recommence, comme tout en éducation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de la réaction des enfants. Donc ça c'était notre petit personnage intersexué. Maintenant, je ne vais pas donner de prénom parce que je voulais le laisser choisir son identité de genre. Mais là, on a donc un autre genderbread qui naît donc avec un pénis. Donc on assigne garçon à la naissance, on l'appelle Kevin, on annonce à tout le monde c'est un garçon. Et les parents sont des gens assez ouverts et pour l'expression de genre, le laissent explorer complètement toute l'expression de genre dans les jeux, dans les habits. Bon, ils lui mettent pas de robe, mais à part ça, les couleurs, etc., les dessins animés. Mais cet enfant, à 3 ans, dit « Non, mais moi, en fait, je suis une fille. D'ailleurs, il faut qu'on me trouve un autre prénom. On va l'appeler Mélanie. Il faut qu'on dise « elle » quand on parle de moi, je suis une fille. » Donc là, l'hétéronormativité arrive. Non, tu as un pénis. Tu ne peux pas être une fille. Et là, c'est bien l'hétéronormativité qui parle, pas les parents. Jamais je me permettrais de juger la réaction des parents quand leur enfant qui a un pénis leur annonce qu'il est une fille, parce que ses parents vivent dans la même société que nous, peuvent être extrêmement démunis. Pareil pour les parents des personnes intersexuées, je ne me permettrai jamais de les juger. Et d'ailleurs, il y a des organismes qui peuvent accompagner et les enfants et les parents. S'il y en a que ça intéresse après, je pourrais les citer. Et donc Mélanie dit, voilà, je suis une fille, et tout autour lui dit que c'est pas possible. Heureusement, et donc, je l'ai dit, dans son expression de genre, elle jouait à peu près à tout. Et donc là, dès qu'elle se met à jouer avec son camion ou à faire du hockey, on dit, ah, tu vois, tu es un garçon. Tu joues avec un camion et tu fais du hockey. Donc là, petit à petit, Mélanie, qui veut prouver qu'elle est une fille, elle va se mettre dans une expression de genre très très féminine. Elle ne va plus porter que du rose, des paillettes, du mauve à la limite, jouer à la poupée, etc., etc. Elle va faire de la danse classique, etc. Et ensuite, peut-être à l'âge adulte, que des gens vont lui reprocher ça, vont dire « Ah, toi, Mélanie, trans, tu alimentes les stéréotypes de genre ». C'est pas du tout l'hétéronormativité qui dit ça, mais donc ça peut aussi arriver comme message. Or, elle a dû passer par là pour prouver qu'elle était une fille.
Bon, elle a de la chance, j'ai dit, les parents sont plutôt ouverts, après plusieurs nuits blanches, s'informent, lisent, rencontrent d'autres parents, acceptent que Mélanie est une fille, est leur fille, mais arrive l'école. Comment on l'annonce à l'école? Sur ses papiers, c'est marqué garçon, sur ses papiers, c'est marqué Kevin. Donc, est-ce que l'école va être ouverte par rapport à ça? Est-ce que l'école va accepter qu'elle aille dans les vestiaires pour les filles? Est-ce que l'école va accepter qu'elle aille dans les toilettes pour les filles? Est-ce que les profs vont accepter de l'appeler Mélanie? Parce que chaque fois qu'on l'appelle Kevin, c'est un coup de poignard dans le cœur. Donc, il y a tous ces combats qui doivent être menés, qui doivent être faits à chaque fois qu'on change d'école, aussi avec la puberté qui arrive, etc. Donc nous, comment on peut aider Mélanie avec notre amour social, notre amour étendu à tout le monde? Encore une fois, il y a l'invisibilisation, de visibiliser, en parler à nos enfants. Ça existe, encore une fois, c'est pas compliqué. D'ailleurs, la plupart des garçons ont un pénis, la plupart des filles ont une vulve, mais des garçons avec des vulves, ça existe, et des filles avec des pénis, ça existe. C'est pas compliqué. J'ajoute juste ça à leur intelligibilité de la réalité, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi, si certains travaillent dans des milieux qui accueillent du public, la grande question des toilettes neutres. Les toilettes neutres, c'est beaucoup plus simple que ça peut paraître. Déjà, toutes les toilettes où il n'y a pas de pissotière, c'est assez facile, on est tous derrière des portes. Et encore plus simple, et il y en a beaucoup à Québec, des toilettes dans les petits restaurants, notamment des toilettes où il y a 2 toilettes, mais 2 toilettes uniques. Quand on est dedans, on est absolument tout seul. Et donc là, il n'y a absolument aucune raison pour dire que ça, c'est les toilettes pour les garçons et ça, c'est les toilettes pour les filles. Aucune. Donc la question des toilettes, et puis si vous êtes parent ou si vous travaillez dans les milieux scolaires, encouragez les écoles, encouragez les milieux jeunesse à aborder cette réalité-là aussi très très jeune. Comme j'ai dit, Mélanie, c'est à 3 ans qu'elle s'est rendue compte qu'elle était une fille avec un pénis. C'est pas à 18 ans, c'est pas au cégep qu'il faut la faire, cette adaptation du milieu scolaire. Ensuite, on a, et là il ne me reste que 5 minutes et je n'ai pas du tout fini. Donc, je vais aller très très vite avec... non, je vais respecter le temps qui m'est imparti. Donc je vais laisser deux gingerbread dans l'invisibilisation. Je suis désolée, je me rattraperai une autre fois. Juste quelque chose d'important que je voulais dire à travers ces deux gingerbread-là. Un qui était un garçon, qui s'identifie comme garçon, mais qui a une expression de genre considérée comme féminine, que malgré l'ouverture des parents, des fois la pression sociale va être tellement forte qu'il va perdre son amour, enfin il va pas le perdre, mais il va pas vivre son amour pour le chant, son amour pour le rose, ses besoins de pleurer, etc. etc. Ce qui peut avoir des impacts très très forts. Par exemple, perdre sa capacité à pleurer, ça a un impact extrêmement fort. Perdre sa capacité à être vulnérable, à assumer sa vulnérabilité, à demander de l'aide, c'est un impact très très important ensuite sur les adultes. Comme pour les filles, perdre sa capacité à se mettre en colère, perdre sa capacité à s'affirmer, c'est un impact très important sur la façon dont on évolue après dans la société. Et comme je le disais, ça, c'est des racines très pernicieuses qu'on ne voit pas toujours. Par exemple, il y a une étude qui a été réalisée, on a montré à des participants, des participantes, la vidéo d'un enfant qui pleure sans aucune marque de genre. Donc avec une couche blanche. Et à la moitié, on a dit c'est un garçon, à l'autre moitié, on a dit c'est une fille. C'était la même vidéo, la même séquence. Celles et ceux à qui on a dit que c'était un garçon, on dit oh, il est très fâché, il est très en colère. Ceux et celles à qui on a dit que c'était une fille, on a dit oh, elle est triste, elle a besoin d'aide. Personnellement, et je ne juge personne qui a fait ça ici, personnellement je l'ai fait jusqu'à ce que mon enfant ait 3 mois et que je lise cette étude et que je fais oups, je fais exactement ça depuis 3 mois. Donc après je vais ouvrir la palette des émotions possibles, mais donc c'est quelque chose qu'on fait sans prendre conscience qu'on le fait. Comme par exemple quand il y a ce qu'on appelle le renforcement positif différencié. Par exemple si une petite fille est tranquille dans un coin et lit, il y a souvent quelqu'un qui va dire « Ah, ça, c'est une petite fille ». Mais si cette même petite fille, qui de temps en temps aime être dans un coin et lire, saute partout, grimpe partout, tout ça, on ne va pas lui reprocher, mais on ne va rien dire.
On ne va pas dire « Ah, ça, c'est une petite fille ». Donc, petit à petit, on intègre que la chose positive, c'est quand on nous dit « Ah, ça, c'est une petite fille ». Pareil pour les petits garçons. Inversement, évidemment. Donc, c'est des choses vraiment dont on n'a pas conscience. Une autre étude j'ai oublié le nom de la femme qui l'a fait. Je suis censurée. Une autre étude montre que dans une école maternelle, on a demandé à la moitié des enseignants de s'adresser à leur groupe en disant « Allez les gars, allez les filles ». Et puis l'autre moitié devait dire « Allez les enfants ». C'était la seule différence. Ah non, il y avait des différences aussi dans les casiers. Genre les filles étaient indiquées en rose dans les casiers, les garçons en bleu, alors que les autres étaient indiqués tous pareil. Et le regard qui tue. Et non, je sais, c'est pas toi que je regarde. C'est bon. Et c'est la seule différence qu'il y a eu dans la façon de s'adresser aux enfants. Il n'y a pas eu d'activité sur les stéréotypes de genre. Ne tourne pas là. Non, c'est bon. Il n'y a pas eu d'activité sur les stéréotypes de genre. Et 3 mois plus tard, on s'est rendu compte qu'on a fait une activité auprès des enfants en leur présentant des professions. On leur a demandé de dire est-ce que ça c'est une profession pour les garçons ou c'est une profession pour les filles. Celles et ceux à qui on s'était adressé en disant allez les gars, allez les filles, disaient les pompiers c'est pour les garçons, médecins c'est pour les garçons, infirmières c'est pour les filles, secrétaires c'est pour les filles, etc. Et les autres, ceux à qui on s'est adressé en disant les enfants, ils n'ont pas compris la question. Comme comment ça, il y a des professions pour les filles, pour les garçons, c'est comme absurde. Aussi, on s'est rendu compte que ceux et celles à qui on s'était adressé en disant gars-filles jouaient qu'entre gars et qu'entre filles, alors que les autres jouaient tous ensemble. Et donc vous voyez, c'est très petit. Mais là encore, personne ici, je veux que personne ne culpabilise parce qu'ils ont fait ça. Moi, comme prof, pendant 4 ans, s'il y avait un groupe de garçons, un groupe de filles ensemble, je m'adressais en disant les gars et les filles, jusqu'à ce que je lise cette étude. Mais l'idée, c'est de se rendre compte. En revanche, la bonne nouvelle là-dedans, c'est extrêmement simple. D'enlever cette alimentation des stéréotypes de genre. Il suffit d'arrêter de s'adresser aux enfants en leur disant constamment qu'ils sont des garçons ou ils sont des filles. L'idée, c'est pas de jamais leur dire, évidemment, mais que ce soit pas la seule façon de s'adresser à eux. Je ne parlerai pas d'orientation sexuelle, ce sera bien la première fois de toute ma vie de conférencière que je ne parlerai pas d'orientation sexuelle. Mais c'est bien, j'ai donné plus de visibilité à d'autres à qui on donne moins de visibilité d'habitude. Donc je voudrais seulement finir avec l'idée que lorsque on étend son amour social aux autres, en retour, de nombreuses études sur les activités militantes ou les activités d'engagement social ou les témoignages le montrent, en retour, ça augmente énormément aussi notre amour de soi. Ça nous fait littéralement vibrer, comme seul l'amour et la résonance avec les êtres sait nous faire vibrer. Et pourquoi ? Parce que notre humanité entre en résonance avec toute l'humanité et ça permet de casser les murs, on contribue à casser les murs qu'érigent tous les systèmes hiérarchiques de valeurs qui donnent des valeurs différentes selon la position qu'on occupe dans ce système-là. Alors là, je l'ai montré un peu plus en détail pour l'hétéronormativité, mais c'est aussi vrai pour le racisme, c'est aussi vrai pour les hiérarchies sociales. C'est aussi vrai donc, pour toutes les hiérarchies. Et j'aimerais finir par une citation d'Audre Lorde, une féministe antiraciste des États-Unis, qui disait « Nous avons tous en nous, enfouis en nous, sous des couches de haine, une réserve intacte d'amour et de courage qui pourrait se transformer en une force révolutionnaire si grande et si extraordinairement intelligente qu'elle pourrait bouleverser tout le système social et politique. » Et c'est tout ce que je nous souhaite aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup. Oh.